Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 28 février, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés. Nous retournerons en Mauritanie pour faire le point sur l'aide apportée dans ce pays par la principauté en termes de sécurité civile. À l'heure où l'humanité est ultra connectée, les tablettes pour les jeunes sont-elles dangereuses ou au contraire est-ce une opportunité de s'ouvrir sur le monde? Nous recevrons dans quelques instants pour répondre à cette question le directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM. À New York, Alexandra Pani a suivi des élèves du lycée Albert Ier qui ont effectué un voyage pédagogique d'une semaine dans la Grosse Pomme. À l'occasion de la Journée de la Femme, le 8 mars prochain, le club Sœurs Optimistes prépare une pièce de théâtre interactive sur le thème de l'égalité homme-femme avec pour titre « Rhabille-toi ». Nous vous présenterons avec Vincent Vatrican le film Voyage en Italie de Roberto Rossellini qui sera projeté mardi prochain au Théâtre des Variétés. Vous pourrez le constater, le tournage de ce film en noir et blanc a été plus qu'atypique. Et enfin, Crescinda Tomel est allée dans le magasin Biocop du côté du marché de la Condamine pour sa rubrique « Ceux qui font Monaco ». Prenons la direction de la Mauritanie où une équipe de Monaco Info suit actuellement la visite officielle de la ministre des Relations extérieures et de la Coopération, Isabelle Béro-Amadei. Elle est accompagnée notamment dans ce déplacement par le colonel Tony Varro, commandant supérieur de la force publique. Il faut savoir que le corps des sapeurs-pompiers de Monaco entretient des liens étroits avec la Mauritanie, des liens historiques qui remontent à 1996, basés sur des échanges de savoir-faire, du don de matériel et de la formation. 3 casernes ont aussi été financés grâce à l'appui financier du gouvernement princier. Le colonel Varro revient sur ses excellentes relations avec la sécurité civile mauritanienne au micro d'Émilie Rousseau. L'un des partenariats les plus historiques, si ce n'est le plus historique entre un pays africain et Monaco. Tout d'abord, est-ce qu'on peut revenir sur la genèse de ce partenariat ? Alors, effectivement, ce partenariat, c'est le plus ancien, puisqu'il était antérieur à la création de la direction de la coopération internationale. Elle a démarré avec mon prédécesseur, qui était le colonel Bercian, qui, lors d'une une séance de l'OIPC, avait rencontré son homologue, mauritanien, qui demandait en fait de l'aide. Et c'est à cette occasion-là en fait qu'un accord, a été passé technique entre les sapeurs-pompiers de Monaco et les protections civiles de la Mauritanie. 1996 jusqu'à aujourd'hui, c'est un partenariat qui a évolué avec le temps, qui est basé vraiment sur un rapport de confiance et surtout d'amitié. Oui, effectivement, parce que les différents échanges au cours du temps, que ce soit les sapeurs-pompiers de Monaco qui sont venus en Mauritanie former nos camarades mauritaniens et l'accueil des sapeurs-pompiers mauritaniens en principauté a créé effectivement des liens solides que vous avez pu constater aujourd'hui et qui ont permis effectivement d'établir un climat de confiance. On reste dans le domaine des relations internationales. Anis Wood, en qualité d'ambassadeur de Monaco à San Marin, a présenté ses lettres de créance à messieurs Filippo Tomanini et Gaetano Troina, capitaine régent de la République de San Marin. La cérémonie s'est tenue au Palazzo Publico. Pour information, Anis Wood est déjà accrédité en Italie, en Slovénie et à Malte. On change totalement de sujet, on va parler de tablettes et de numérique. C'est un fait, nous vivons dans un monde hyper connecté entre ordinateurs, tablettes, téléphones. Il suffit de regarder dans la rue, dans un bus ou sur une terrasse de café. Il y a forcément quelqu'un, voire parfois tout le monde, avec un téléphone à la main en train de regarder des vidéos, d'aller sur ses réseaux sociaux et autres. Nous le faisons nous adultes et c'est pareil pour les jeunes. Est-ce dangereux? Avant de recevoir notre invité, le directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM, qui répondra à cette question, Frédéric Elion est allé à votre rencontre pour connaître les habitudes de vos enfants face aux écrans, entre la durée et le contenu. On regarde. En ce moment, je sais pas, une dizaine de... 3 heures. Pendant les vacances. Pendant les vacances, je sais pas, d'après vous, combien vous passez de temps? Je sais pas, je peux regarder dans les paramètres. À 5 heures, ça me met... Ouais. Quand tu es justement sur le téléphone, sur ces 5 heures, c'est quoi? Ça va être des vidéos YouTube, du sport, des TikTok, Instagram et TikTok. Le mien, il a 2 ans. L'idéal, c'est très peu d'heures par jour. Mais nous, franchement, c'est généralement le matin pour préparer. Donc avant de partir au travail, on est dans le rush. Donc je le mets 10 minutes, temps de prendre sa douche et tout ça. Il y a des jours où c'est pas du tout, il y a des jours où ça peut être 3 quarts d'heure, 1 heure, selon l'âge, ça dépend, voilà. Et quand ils sont devant, qu'est-ce qu'ils regardent? Est-ce que c'est plutôt des petits jeux, des dessins animés? Plutôt, pour celle qui a 8 ans, des petites séries adaptées à son âge. Ils ont des petits jeux et un peu des vidéos aussi, mais bon, on fait attention à ce qu'ils regardent. En moyenne, vous direz que c'est combien par jour? Vous avez une petite estimation? Combien d'heures? 2 heures. La grande, elle passe pas mal d'heures sur Instagram. Ouais. Et la petite, beaucoup YouTube, Netflix, les dessins animés, tout ça.
des jeux, des séries, des dessins animés. Pour approfondir cette thématique, il faut savoir que l'exposition des enfants aux écrans est souvent pointée du doigt pour expliquer les retards cognitifs, les difficultés sociales ou les troubles de l'apprentissage et du sommeil. Mais qu'en est-il vraiment? Quel est l'impact des écrans sur le cerveau des enfants? Avec nous, ce soir, un directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM qui a écrit plusieurs ouvrages à ce sujet. Michel Desmurger, bonsoir. Bonsoir. Il y avait dans ma génération le débat, faut-il laisser les enfants devant leur écran de télévision ou non? Ce débat a changé désormais et s'est transformé en faut-il laisser les enfants devant leur tablette? Je vous pose tout simplement la question, est-ce que pour vous la tablette est néfaste? Ah oui, oui, clairement. Enfin, en tout cas, c'est ce que montre la littérature. En fait, c'est toujours le même débat, sauf que maintenant, au lieu d'être attaché à la télévision dans votre salon ou je ne sais où, vous avez la télévision et les écrans en général et l'ensemble des écrans, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Donc, il y a une multiplication des écrans qui est dans votre poche et qui vous accompagne constamment. Et donc, la littérature, de ce point de vue, est on ne peut plus consensuelle, même si parfois on continue à entendre le contraire, comme ça a été le cas pour tous les grands problèmes de santé publique. On a commencé par nous dire que c'était pas vrai. Maintenant, on nous dit que c'est vrai, mais que bon, faut éviter les paniques morales. Donc voilà. Et puis on finit par nous dire que c'est vrai, mais que c'est pas aussi important que ce qu'on pensait. Voilà, les effets, ils sont massifs, ils sont importants. Mais quels sont ces dommages? Quand vous dites que c'est un effet négatif, quels sont les effets négatifs en fait? Les effets négatifs, il y a deux choses. Il y a un effet négatif de l'écran lui-même, c'est-à-dire que le cerveau, il n'est pas fait pour absorber autant de stimulation cognitive et visuelle. Donc les études montrent que quand l'enfant est exposé, juste les écrans est exposé au bruit, aux images, ça a des effets, y compris pour des temps courts, parce que le cerveau de l'enfant, il est en pleine plasticité, il est vraiment en plein développement sur le jeune enfant, par exemple, et donc ça a des effets sur sa structuration cérébrale. Donc il y a l'écran lui-même, la surstimulation sensorielle qui est négative, et puis il y a aussi et surtout le fait que ça prend un temps colossal sur d'autres activités qui, pour le coup, sont bien plus structurantes pour le cerveau. Ça prend énormément de temps sur les interactions intrafamiliales qui sont nécessaires au développement du langage, par exemple. Ça prend du temps sur la lecture, ça prend du temps sur les activités physiques. Ça a des effets sur la concentration parce que ça déstructure la concentration. Donc, en fait, quand on regarde au bout du compte l'ensemble des effets, ça a des effets sur le développement du langage, sur la concentration, sur aussi la santé mentale, si j'ose dire, à travers notamment les effets que ça a sur le sommeil. C'est des effets très destructeurs sur le sommeil. Et au bout du compte, les effets sont majeurs sur la réussite scolaire. Oui, voilà, parce que j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir des effets positifs. Une tablette, ça reste aussi une ouverture sur le monde. C'est en fonction aussi de ce que l'on regarde sur la tablette. Ah oui, oui, évidemment. Alors ça c'est le truc. Personne ne discute ça. Je veux dire, personne n'est suffisamment stupide pour discuter le fait que les écrans peuvent avoir des impacts positifs et des usages positifs. Le problème, c'est pas qu'est-ce que les enfants et les ados pourraient faire avec les écrans qui pourraient structurer et aider leur développement. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'ils en font. Et toutes les études, alors là, pour le coup, toutes les études montrent que quand vous leur mettez ces outils entre les mains, non, ils ne les utilisent pas pour ce que ça pourrait avoir positif, encore une fois, ce que personne ne nie, mais ils les utilisent surtout, essentiellement et quasi exclusivement pour les activités dont il a été démontré qu'elles sont, pour le coup, hautement délétères, c'est-à-dire regarder la télévision, des films, des séries, jouer à des jeux vidéo, et puis passer du temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est un bon exemple, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un usage éventuellement positif, créer un groupe classe et tout, mais c'est des choses qui sont tellement marginales que l'impact de ces usages-là, il est quasi nul et les impacts sont liés effectivement à ce qu'ils font et pour le coup, ce qu'ils font, c'est pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent. Dernière question, quel conseil vous pourriez donner aux téléspectateurs, aux parents qui vous regardent concernant ces tablettes, on les jette, un peu de tablettes ou pas du tout, sous certaines conditions. Quel conseil vous pourriez donner ? Mon premier conseil, c'est méfiez-vous des baratins lobbyistes et des gens qui vous expliquent que ça rend les gamins terriblement intelligents, parce que c'est souvent des gens qui vous disent ça, mais qui protègent leurs gosses. Voilà, jusqu'à 6 ans, l'idéal, c'est 0, parce que plus l'enfant les utilise et plus après il va devenir un utilisateur important, on forme les habitudes, et puis jusqu'à 6 ans, le cerveau est vraiment, vraiment particulièrement vulnérable. Donc jusqu'à 6 ans, l'idéal, c'est 0. Je ne connais aucune étude, en règle générale, qui montre qu'être privé d'écran récréatif, encore une fois, être privé de Netflix, de GTA et d'Instagram, ça n'a absolument aucun impact négatif, quel que soit l'âge, et particulièrement chez les petits. Donc jusqu'à 6 ans, l'idéal, c'est 0. Après, le moins, le mieux, en fait, avec des effets qui deviennent négatifs sur la réussite scolaire. La réussite scolaire, ça ne dit pas tout d'un enfant, mais ça mesure son développement intellectuel, son développement émotionnel, social, ça mesure plein de choses.
Et une anecdote pour finir, si je peux, mais juste une anecdote. J'ai des étudiants qui sont plutôt pas mal sortis ici, qui ont fait de grandes écoles, et tous, ils me disent la même chose, c'est-à-dire, avec mes parents, c'était très tendu à l'adolescence. C'était compliqué, on s'engueulait, je voulais jouer. Et de façon unanime, j'ai jamais vu un gamin qui ne me dise pas qu'est-ce que je suis content que mes parents ils aient tenu. Et peut-être que les tensions de maintenant, c'est effectivement aussi des promesses pour l'avenir. Et les gamins, ce qu'on les frustre, la frustration c'est important, qui sont maintenant en termes de frustration, bah, c'est des choses pour lesquelles ils vous remercieront plus tard. Oui. Michel Lémurger, je le rappelle, vous êtes directeur de recherche en neurosciences à l'INSERM et votre dernier livre s'intitule « Faites-les lire pour en finir ». Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Nous sommes en pleine période de vacances scolaires. Et bien juste avant, 44 élèves du lycée Albert Ier ont eu la chance de découvrir avec certains de leurs professeurs New York. On retrouve Alexandra Pani sur place qui a passé la semaine à leur côté. Bonsoir Alexandra. Bonsoir à vous. Oui, une belle escapade pour eux. Ce voyage scolaire avait pour thème le 35e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Visite historique, culturelle et un peu de shopping tout de même pour revenir avec des souvenirs pour leurs proches. Je vous propose de regarder le résumé de cette semaine riche pour ces adolescents monégasques. Accueillis par un décor digne de film, c'est sous la neige que les lycéens ont pu faire leur premier pas dans la grosse pomme. Bien protégés avec leurs gants et bonnets, ils auront parcouru quelques centaines de kilomètres pendant cette semaine new-yorkaise. Un programme riche concocté par leurs professeurs pour leur permettre de récupérer un maximum de bénéfices de ce voyage scolaire, organisé par le corps enseignant depuis un an et rendu possible grâce à des sponsors. Le projet est né maintenant au printemps dernier, avec l'envie, avec mon collègue d'art plastique, de travailler ensemble, évidemment pour un intérêt pédagogique évident, culturel, artistique, linguistique, les attentes de nos programmes, des spécialités pour le programme du baccalauréat, et puis l'expérience humaine. Ça, c'est le plus important pour notre projet. Une aventure humaine riche en découvertes. Les élèves ont pu ainsi visiter pendant leur séjour les attractions incontournables de New York. Alors on a fait plein de choses très intéressantes. Déjà, le premier jour, on est allé voir la Statue de la Liberté avec Ellis Island. C'était vachement bien, je ne l'avais jamais fait et c'était une très belle expérience de le voir d'aussi près et d'être juste en dessous. Un peu d'histoire à Philadelphie avec la visite de l'Independence Hall où la déclaration d'indépendance des États-Unis et la Constitution américaine ont été adoptées par les pères fondateurs. Mais aussi moment émouvant au mémorial du 11 septembre au World Trade Center, impressionné par les bassins d'eau représentant les anciennes tours jumelles. Ou encore la surprise des élèves en découvrant l'étendue de Central Park. L'on pourrait y installer 2 fois la principauté de Monaco. Ce voyage, c'était aussi l'occasion d'appréhender un autre mode de vie et de culture. On voit un peu la différence de culture, surtout que les Américains, je trouve, sont un peu plus, à l'aise et sont surtout très accueillants, très avenants. Du coup, c'est quand même agréable, je trouve. Quand même, ils sont très gentils en général. Et si le but avant tout était de passer un moment agréable de découverte et de cohésion, les professeurs avaient tout de même donné une mission aux élèves avec un devoir à rendre, mais version 2.0. Plutôt que de les embêter maintenant avec des papiers, on s'adapte aux nouvelles technologies et aux nouvelles façons de fonctionner de nos jeunes. Donc ils avaient tous un vlog à réaliser, la partie des anglicistes en anglais et la partie des artistes en français. Mais chacun, donc, dans son coin, faisait ce petit film qu'on leur demande de créer sur leur séjour d'une quinzaine de minutes. Cette sculpture, elle est comme une cale par rapport à cette architecture que vous avez pu le voir. Elle ressemble à un jeu que tout le monde connaît. Voilà. L'un des grands axes de ce séjour résidait dans la découverte in situ du programme scolaire. La visite de musée était donc une étape primordiale. Musée d'art de Philadelphie, MoMA, Guggenheim et bien entendu le Met Metropolitan Museum. L'objectif n'est pas de faire une visite guidée. Ils ont déjà eu 6 mois de cours depuis le mois de septembre en terminale. Donc ils ont déjà tous les outils pour pouvoir se confronter à tout type d'œuvres. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à Léonard de Vinci, qui est différent avec Patinir? C'est pas flou. Il n'y a pas le sfumato, ça reste très net. C'est pour ça qu'on peut voir des petits détails là, vous voyez. Ils ont pu en plus se confronter à une œuvre de Patinir qui est au programme du baccalauréat, dont ils vont passer l'examen au mois de juin. Et donc pour nous, c'est exceptionnel de voir l'œuvre envouée, de voir la matérialité de l'œuvre, de pouvoir se projeter dedans. Et ça, c'était vraiment exceptionnel.
Rendre vivant ce qui a été enseigné tout au long de l'année, une méthode efficace pour un bon apprentissage. Par exemple, nous sommes confrontés aux œuvres des impressionnistes telles que du Claude Monet, du Pissarro, etc. Mais aussi, on peut être confronté à d'autres œuvres plus abstraites telles que, je ne sais pas moi, on va dire du Paul Klee ou alors des œuvres plus contemporaines comme du Warhol. Et ce qui est sympa, c'est que voilà, ça permet d'avoir un rendu visuel et réel avec les œuvres qu'on étudie en cours. Le bac reste en ligne de mire et Jérémy, élève en terminale, a ainsi profité de ce séjour new-yorkais pour réaliser l'un de ses projets qui comptera pour sa note de fin d'année. J'ai designé des stickers que par la suite je colle un peu partout dans New York. Là j'en ai un, il me reste plus rien, j'ai tout collé. À la suite de mes projets précédents, j'en suis venu à l'idée de faire des graffitis vraiment réalistes. Mon projet 3 c'était un graffiti sur un mur et là je me suis dit à New York ça risque d'être compliqué d'en faire un vrai parce que c'est complexe et puis les législations et tout ça risque d'être trop compliqué. Du coup je me suis dit pourquoi pas des stickers qui sont simples, rapides à poser un peu de partout où on veut, à Brooklyn ou dans le Bronx ou dans le Queens. On peut en voir beaucoup plus et j'adore cette ambiance-là. Il y a des stickers de partout, des tags, des graffitis à tous les murs. Il faut regarder vraiment de tous les côtés pour voir un peu tous les détails. Et du coup, oui, je m'inscris dans ça totalement. Ouais. Troisième volet de ce séjour, les célébrations du 35e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. À cette occasion, les élèves et professeurs ont été reçus au siège des Nations Unies à New York, où ils ont pu suivre une visite guidée. Salle du Conseil de sécurité, Assemblée générale, tous ces lieux qu'ils ont déjà vus maintes fois dans l'actualité se trouvaient à présent face à eux. Ils ont ensuite pu s'entretenir avec Virginia Gamba, la représentante spéciale du secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, dans les locaux de la mission permanente de Monaco auprès des Nations Unies. C'était le volet humaniste de notre projet. On voulait absolument parler des droits des enfants notamment. Et donc aujourd'hui, évidemment, ça a été le point d'orgue de notre séjour avec une visite qui était très attendue par toute l'équipe, tout le groupe et qui s'est très bien passée, qui est à la hauteur de nos espérances. C'est avec des souvenirs plein la tête et de nouvelles amitiés que les lycéens se sont envolés pour la principauté. Nul doute que ce voyage restera longtemps gravé dans leur esprit. Revenons à Monaco. Le club Sœurs Optimistes prépare une pièce de théâtre interactive sur le thème de l'égalité à l'occasion de la Journée de la Femme le 8 mars prochain. De quoi s'agit-il et quel est son concept? Nous avons assisté aux répétitions. Reportage de Christina Thomel et Alexandra Marangoni. Bah ça va, une femme qui sort avec une jupe courte et des talons, excuse-moi. Et alors, je fais ce que je veux, je m'habille comme je veux. Un théâtre forum interactif sur l'égalité homme-femme qui met en scène un couple dans différentes situations, comme les tâches quotidiennes, la répartition des corvées, l'éducation des enfants ou encore la liberté de la femme. C'est une femme qui rentre du travail avec ses courses. Et son mari donc, est déjà à la maison et elle lui propose d'aller donc, à la réunion des parents professeurs. et donc celui-ci a évidemment oublié et puis il lui fait des remarques sur sa façon de s'habiller. Et pour moi c'est important parce qu'effectivement nous sommes plus au Moyen-Âge. Les femmes ont cette liberté de pouvoir s'habiller comme elles le souhaitent. Et effectivement elle reçoit des réflexions et des remarques. Il y a toujours un oppresseur et un opprimé. Voilà, c'est ce qui est défini. Hein. Et pourquoi forum? C'est parce que le forum était à Rome, par exemple, dans l'Antiquité, l'endroit où les gens se réunissaient pour discuter des problèmes de la ville. Qu'on va inviter le public à aider l'opprimé à résoudre le conflit. Voilà. Et ce qui est intéressant dans le théâtre forum, c'est que ça n'est pas uniquement des gens qui parlent entre eux, c'est que les spectateurs deviennent acteurs et peuvent venir tester leurs solutions face aux comédiens. Et le théâtre forum est un théâtre qui est spontané et auquel on peut participer. Donc on a trouvé que c'était intéressant dans cette journée de faire participer la population de Monaco à cet événement. Un événement qui se tiendra donc de 10h à 11h30 à l'espace Léo Ferré le 8 mars prochain. L'entrée sera libre et gratuite. Du théâtre, on passe au cinéma avec la projection du film en noir et blanc, Un voyage en Italie, le mardi 5 mars au Théâtre des Variétés. Nous recevons pour en parler le directeur de l'Institut audiovisuel, Vincent Vatrican. Vincent Vatrican, bonsoir. Bonsoir Fabien. Aujourd'hui, on parle d'un film en noir et blanc de 1953, un film de Roberto Rossellini, Voyage en Italie. C'est un beau film? C'est un film
capital dans l'histoire du cinéma, je dirais. À ce point? À ce point. Racontez-moi pourquoi. Parce que c'est un moment où on sent clairement que le cinéma bascule dans ce qu'on a appelé à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, la modernité, c'est-à-dire un film qui semble tout simple, d'apparence quelconque, et en fait, il arrive à emporter sur son passage des thèmes fondamentaux. C'est un film qui nous parle. C'est une histoire d'amour? C'est une histoire. C'est la dernière chance pour un couple, voilà. C'est le dernier voyage, la dernière chance. Et pour expliquer pourquoi c'est un film moderne, c'est que sans en donner l'impression, c'est un film qui vise à nous montrer la grâce. Voilà. Par le biais, en effet, de l'histoire d'un couple anglais, qui se retrouve à Naples, en Italie, pour une question d'héritage, et dont ce couple, ressentir très vite un tiraillement, chacun partant de son côté, dans une découverte de l'Italie, en tout cas de ce que chacun pense trouver dans la culture italienne qui le comble et qui comble justement l'absence de l'autre, pour finalement découvrir à la fin que l'amour est le plus fort. Et ce qui était d'ailleurs le titre original français avant qu'il soit rebaptisé Voyage en Italie. Donc je disais un film très simple, mais un film qui nous va droit au cœur et qui est d'une force incomparable. Alors c'est un film moderne pour l'époque. Est-ce que c'est un film moderne maintenant? Est-ce qu'il a bien vieilli? Alors c'est étrangement un film qu'on peut revoir inlassablement, peut-être même avec la même appréhension, puisqu'on sait que Rossellini l'a tourné un peu de manière décontractée. Il faut peut-être dire aux téléspectateurs... C'était mal engagé au départ, parce que ce n'était pas ce film qu'il voulait faire, il voulait faire une adaptation de Colette. Hein. Absolument. Il venait à Naples tourner une adaptation de duo de Colette, avec George Sanders et sa femme Ingrid Bergman, qui ne parle pas du tout italien, mais anglais. Il écrit le scénario au fur et à mesure. Exactement. Arrivé là-bas, il apprend que pour des questions de droit, il n'aura pas l'autorisation de tourner le film. Et donc, il improvise sur place. Parce qu'il veut garder les deux comédiens, notamment George Sanders. Voilà. Et donc, coupe l'anglais, parce qu'il parle anglais. Il faut savoir que la version originale de Voyage en Italie, bien qu'étant un film italien, c'est un film anglais, puisque les deux acteurs principaux parlent anglais. Et c'est vrai que la confrontation des personnages avec l'Italie profonde, la beauté des paysages, des musées, de l'histoire italienne qui les accompagne, est absolument bouleversante. Allez, on va se faire un petit voyage en Italie. Merci Vincent. Merci Fabien. After 8 years of marriage, it seems we don't know anything about each other. Now that we're strangers, we can start all over again at the beginning. Voyage en Italie, le mardi 5 mars, 20h, au Théâtre des Variétés. Consommer bio, c'est possible en Principauté. Christine Datomel nous emmène découvrir une enseigne qui tente depuis des années de favoriser le bien manger. Nous nous rendons chez Biocop, où Christine Da nous attend. Bonsoir. Oui, et aujourd'hui nous nous retrouvons devant une enseigne qui vient de souffler sa 20e bougie. Le magasin Biocop a été un des premiers à ouvrir en Principauté et à faire du bio. Alors ici, vous allez le voir, l'art de bien manger est au rendez-vous.
Biocop, c'est un réseau coopératif, c'est pas moi qui l'ai lancé, hein. C'est un réseau au départ de consommateurs qui voulaient manger mieux et de meilleure qualité. Et donc c'est venu d'une fédération au départ de consommateurs. Et puis après, quelques agriculteurs sont venus se joindre à ce groupe. Et puis de petit à petit, d'un hangar tout simple vers Avignon, on va dire, ça a grossi jusqu'à aujourd'hui à avoir plus de 180 magasins en France. Ils ont une éthique qui est intéressante. Il y a une recherche qualité qui est essentielle pour moi, une traçabilité, un respect envers les personnes qui produisent, parce qu'on a des producteurs certes de fruits et légumes, c'est ce que 90% de la population va connaître, mais aussi ça va être des céréaliers, des producteurs de lait, c'est toute une chaîne et c'est vraiment quelque chose de, on va dire, d'éthique et puis le bien manger, de la bonne qualité et aussi un respect du travail fourni et donc tout le monde est rémunéré à sa juste valeur. Et ça, c'est super important. Alors justement, souvent les gens pensent bio et pensent que c'est cher. Est-ce que c'est un adage ou est-ce que c'est la réalité? Alors, ça peut être la réalité, souvent sur les produits transformés, des plats préparés, des choses comme ça. Oui, effectivement, ça va être un petit peu plus cher parce que les économies d'échelle sont plus importantes, notamment pour les ateliers de fabrication. Pour autant, pour les fruits et légumes, pour les céréales, ces choses comme ça, c'est pas une réalité. Et ce qui est important, c'est de consommer évidemment bio de préférence parce que la qualité nutritive est plus importante, mais aussi le plus près de chez soi pour réduire justement les coûts. Donc c'est pas une fatalité. Alors aujourd'hui, on entend beaucoup parler du bio, mais il y a quelques années de ça, vous étiez vraiment précurseur. Qu'est-ce qui vous a donné envie? J'ai eu des enfants et donc envie de transmettre quelque chose qui est essentiel pour eux, de les permettre de bien démarrer dans la vie. Donc c'était cette démarche-là. Après, j'ai toujours eu je suis une fanat de bien manger et de la bonne chair, donc ça s'est inscrit tout simplement. Et c'était une époque où dans Monaco, il n'y avait pas et on imaginait que ça pouvait séduire pas que moi en tant que jeune maman, alors oui, ça a permis de donner le tempo, mais c'était de donner quelque chose de différent en principauté et de se spécialiser dans ça, parce que c'est bien aussi d'être un peu spécialiste de ce qu'on fait. Alors, nos produits sont essentiellement français, je parle surtout pour les fruits et légumes, mais même pour les produits transformés qui sont les farines, on travaille avec des meuniers, des choses comme ça, et essentiellement en France. Alors évidemment, il y a un petit peu d'import, et pour la banane, on va bien sûr avoir de l'import, mais on ne va pas le faire n'importe comment. Donc on va le faire en bateau et pas en avion par exemple. On va privilégier des bananes qui sont plutôt qui viennent d'Espagne, donc à la différence qui peuvent venir de beaucoup plus loin et des dom-toms. Voilà, donc ce genre de choses-là, même si ça vient de plus loin, d'essayer de l'avoir le plus près possible. Et puis le grand atout de Biocop et pas des moindres, c'est qu'ici on vous accueille toujours avec le sourire. Le magasin est ouvert du lundi au samedi de 8h à 19h. Et puis sachez que vous pouvez également passer commande de vos fruits et légumes et vous faire livrer soit à domicile, soit sur votre lieu de travail. Pour passer commande, rien de plus simple, soit vous vous déplacez, vous venez ici en boutique ou alors tout simplement en ligne. Passons prévision météo avant de refermer ce journal. Le temps va-t-il s'améliorer ce jeudi, Frédéric? Oui Fabien, fini la grisaille, aucun risque de pluie jeudi, il fera beau une grande partie de la journée avec un ciel bien dégagé et quelques légers passages nuageux. Il y aura du vent avec des rafales pouvant atteindre les 40 km/h. Les températures vont remonter avec 12 degrés prévus le matin et 18 l'après-midi. Jeudi 29 février, ce sera la Saint-Auguste. Merci. Et dans quelques semaines, Frédéric, vous serez probablement au Rolex Monte Carlo Masters, dans un petit peu plus d'un mois, du 6 au 14 avril. Et bien du côté du Monte Carlo Country Club, on prépare l'événement et ce sont les photos de fin de journal de Stéphane Dana. On se retrouve pour une nouvelle édition jeudi à 19h. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.